À la veille de la fête de Pâques, Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde. Il se leva de table et se mit à laver les pieds de ses disciples. Tendre la main, je trouve que c'est important auprès de ces jeunes où ils vivent à 100 à l'heure. On leur demande tellement de choses que du coup, quand ils viennent à l'aumônerie, on a vraiment l'impression que pour eux, ils respirent, ils se posent, ils sont avec les copains. C'était important de pouvoir leur apporter quelque chose, d'être à leur service, à leur écoute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde des jeunes, c'est tellement difficile pour eux qu'en fait, l'adulte, on est quand même un référent auprès de ces jeunes qui, pas forcément à l'école ou auprès des parents, ils ont ce référent. Et c'est vrai qu'en venant ici, les jeunes de l'aumônerie, ils trouvent peut-être quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un à qui peut se confier, quelqu'un à qui on peut demander quelque chose. Paul et Stéphane, donc c'est deux jeunes qui ont malheureusement un petit retard. Donc au départ, ça n'a pas été super facile pour qu'ils s'intègrent dans le groupe, tout ça, parce qu'ils étaient un peu mis à part. Et puis en quelque sorte, certains même avaient un peu peur d'eux, vu qu'ils ne les connaissaient pas trop, tout ça. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré. On voit, ils ont fait de gros progrès. Et puis, parce qu'ils ne prenaient pas forcément la parole dans les groupes, quand on faisait des moments où on discutait tous ensemble, tout ça. Et finalement, on est même parti au JMJ avec eux, donc aux Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Et ils se sont vraiment ouverts, et même tout au long de l'année, maintenant on voit, ils sont vraiment là avec nous. Et on peut discuter avec eux, ils prennent même la parole, on les écoute. Je suis avec deux frères à Quinson. L'un qui a fait la pêche à Concarneau et puis maçon 30 ans. L'autre, il a été au Pakistan. Maintenant, il est avec nous, il est malade. J'essaye de les tenir parce qu'il tombe dans les vapes souvent, moitié mort. Et puis caca, enfin, je ne sais pas. On l'a mené parce qu'il on nous a dit qu'il a les Parkinson maintenant. L'autre, il a mal aux pieds. Voilà, je suis là, dedans. Et j'essaye de soulager, de mener ses frères comme je peux. On est au service des gens, tout simplement, comme Jésus à Nazareth. Cette rencontre avec les gens me permet aussi d'entrer dans certaines familles qui sont loin aussi de nos structures de l'Église, mais qui sont très accueillants. Et ils ont besoin non seulement les besoins matériels, mais aussi spirituels. C'est vrai, je ne m'impose pas, mais je entre dans chaque famille en ami. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on a besoin d'autre chose pour ces gens. C'est pourquoi la paroisse était d'accord d'ouvrir et de prêter local pour ouvrir le Resto du Cœur. Je suis croyante, pratiquante. Alors pour moi, pratiquant, c'est un gros mot, quelque part. Parce que pour moi, pratiquer, c'est pas forcément aller à la messe tous les dimanches. C'est pas forcément non plus prier tous les soirs chez moi ou à l'église. Mais c'est essayer de pratiquer ma foi au quotidien avec les personnes que je rencontre, donc soit dans mon cadre familial, soit dans le cadre de ma fonction professionnelle, puisque je suis assistante sociale. Je fais partie de l'équipe de l'accompagnement des familles en deuil sur le secteur paroissial de Manosque. C'est un moment privilégié où nous rencontrons les familles en deuil, dans la peine, quelquefois dans la révolte. Et je me rappelle donc d'une rencontre qui s'est passée donc à domicile. J'y allais vraiment le cœur très serré parce que c'était une jeune mère de famille qui venait de décéder.
un climat de confiance et d'amitié s'est installé. Et nous avons pu, par petites bribes, tout en découvrant sa sœur qui venait de décéder, préparer la cérémonie. Et cette famille était très croyante. Et la parole de Dieu, j'ai senti que c'était un moment d'apaisement, de redécouverte. Et c'était un temps vraiment très fort. Mais est-ce que vous n'aidez pas, par contre, ceux qui n'en ont pas besoin? Alors, moi, je suis assez, dans mon tempérament, j'essaie de bien voir les choses et d'être assez régulier. Et c'est lorsque je suis arrivé dans cette association, c'est un peu l'attitude que j'ai eue. J'avais un peu tendance à être un peu sévère dans les examens des situations. Et un chevronné de l'association m'a dit, écoute, fais pour le mieux. Mais sache de toute façon qu'il vaut mieux que tu sois utile à quelqu'un qui n'en a pas besoin à une certaine occasion, plutôt de manquer l'occasion où on est venu te voir, où on est venu attendre de toi et que tu n'as pas su le percevoir. L'attention aux autres, c'est pas forcément à des gens qu'on connaît. Hier, j'étais dans la rue, j'étais pressée, je courais. Et puis je voyais... De loin, j'ai vu une jeune femme, elle était dans un fauteuil roulant électrique et puis elle était près des grands conteneurs de tri sélectif. Elle se lève, elle avait une canne, elle avait énormément de mal à se déplacer et pour atteindre ces bennes, c'était difficile pour elle. Je m'approche, je la connaissais pas, je savais pas comment lui dire les premiers mots, alors je fais un grand sourire parce que je crois qu'un grand sourire, c'est toujours accepté de tout le monde. Et puis je lui dis, vous voulez un coup de main? Et alors là, son visage rayonnant. Oh oui, ça me ferait plaisir. Regardez, il faut débarrasser mes verres, mes sacs de papier, d'emballage. Et puis on s'est quitté par un grand sourire, un grand merci. Voilà, ben, tous ces petits moments d'attention aux uns aux autres, c'est peu de choses finalement. Mais je pense que ça change tout dans une vie. Ah, ça met du sel dans la vie, je pense, de ceux à qui on rend service, mais également, ça en met beaucoup dans la mienne. Dans le rural, les gens sont beaucoup plus frileux et c'est très difficile de savoir si quelqu'un, dans sa maison de campagne ou dans sa maison de village, est vraiment malheureux. On finit par le savoir parce que tout se sait. Mais il y a une grande pudeur dans le rural qui ne permet pas justement tout de suite d'accéder aux personnes qui éventuellement en ont le plus besoin. Dans nos villages, bon, on est proches les uns des autres, on voit les volets, les fenêtres les uns des autres. Et puis, quand il y a un volet qui ne s'ouvre pas, alors tout de suite on se pose une question. Tiens, il n'a pas ouvert, elle n'a pas ouvert, il serait peut-être malade, peut-être on va aller voir. Quelle n'a pas été ma stupeur il y a 2 mois, par exemple, de voir arriver quelqu'un chez moi parce que je n'avais pas ouvert mes volets et que la voisine d'en face lui avait dit « Il faudrait un peu aller voir parce que peut-être le père n'est pas bien. » Je trouve ça tout à fait délicieux. Ce n'est pas une intrusion dans la vie de l'autre, c'est un souci. Comme dit Saint Jacques, celui qui dit « J'aime Dieu » qui n'a pas vu et qui n'aime pas son voisin qui est à côté de lui, celui-là est un menteur. Quand on est descendu, on arrivait donc du Pas-de-Calais. Hein, et c'est vrai que quand on est arrivé ici, on s'est retrouvé seul puisque nous ne connaissions personne. Et donc, on a été aidé par ma fille, qui nous a énormément soutenus, moralement et pécuniairement. Et puis, après, nous avons fait la connaissance de notre voisine qui a été assez fort gentille avec nous, qui nous a beaucoup aidés pour nos déplacements, question papier, question sécurité sociale ou autre, et aussi bien pour nos courses, puisque nous ne possédons pas de véhicule. Là, c'est la montagne de la
la Croix de l'Alpe. J'ai fait un secours il y a maintenant 4 ans de ça. Donc c'est un malheureux ramasseur de génépi qui a eu un accident en cherchant du génépi. Malheureusement, on est arrivé un peu tard, donc on n'a rien pu faire pour lui. Par contre, là où on a été vraiment touché, c'est quand la famille est arrivée. Ils m'ont demandé de les emmener avec d'autres membres de la famille quelques temps après. Donc sur les lieux, quoi. Donc ça, c'était un moment fort un peu de ma carrière, comme il y en a eu d'autres. Hein. Et c'est vrai que c'était assez bouleversant parce que donc ils m'ont demandé de les emmener sur les lieux et il a fallu un peu en même temps les assurer puisque c'était quand même dans des barres rocheuses. Donc on a pris un peu des bouts de corde et donc je les ai descendus et c'était un moment surtout de recueil pour eux et ils m'ont demandé un peu comment c'était possible qu'il y ait des accidents comme ça et pourquoi les gens allaient chercher Tendris, quoi. Donc là on a été appelé sur donc la catastrophe de Draguignan et les grosses inondations, donc ça remonte à un an. Donc on est parti dans l'hélicoptère de nuit, on ne savait pas trop où on allait. Et là c'était l'apocalypse, c'est vrai qu'on voyait de l'eau partout, des voitures qui flottaient, des camions et puis des gens accrochés partout, quoi. Donc sur les grillages, donc c'est assez fort en plus avec la lumière des lampadaires. Et là on s'est fait treuiller, donc on a sorti 15-20 personnes. Et c'est vraiment là, il n'y a pas d'échange verbal, mais c'est plus le regard des gens, quoi. Le regard des gens qui nous demandent de l'aide et qui sont contents de nous voir arriver, quoi. Et qui nous font entièrement confiance, parce que là ils ne discutent même pas, quoi. Donc ensuite on a sorti donc, ces gens. Il y a d'autres gens qui nous ont dit non, ne prenez pas nous, prenez plutôt la dame qui est là-bas avec son enfant sur l'arbre. Donc c'était vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose... Enfin, pas une complicité, mais enfin bon, chacun avait justement le souci de l'autre, quoi. J'ai fait la classe à des petits et leur nom c'était très important pour eux. Tu sais déjà mon nom, maîtresse. Et si je le fais pour les stagiaires qui viennent, etc., et qui sont mais très heureuses, oh, vous nous appelez par notre prénom. Une fois, j'ai eu une personne qui m'a dit, oui, mais vous me regardez encore comme une personne, parce que je sais bien que je perds la tête, puis ça me fait mal des fois. Malheureusement, j'ai ma maison qui a brûlé. Et ça faisait 1 mois jour pour jour que j'étais à l'intérieur. Donc tout était aménagé, tout était à mon goût, à moi et à mon petit, parce que j'ai quand même un petit de 3 ans. On se rend compte que dans l'espace d'une fraction de seconde, la vie elle peut partir en fumée. J'ai eu énormément de personnes autour de moi, des personnes que je ne côtoyais même pas à la rigueur en temps normal, à part un sourire ou des choses comme ça. Je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes niveau matériel, niveau de la parole, si j'avais besoin de parler. Et j'ai une collègue qui s'est gracieusement proposée pour déjà m'héberger le temps de trouver quelque chose. Donc pendant 1 semaine, je suis restée chez elle. J'ai été nourrie, logée, blanchie. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Elle m'a beaucoup remonté le moral. Ça a été très 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 fort parce que je m'attendais vraiment pas à cet élan-là. Oui, j'ai été un jour bouleversé, je dirais, par la lecture ou l'écoute de certains témoignages de travailleurs sans papier ou de sans-papiers et sans travail aussi, de la façon dont ils étaient traités en France. Ils étaient enfermés dans des centres de rétention qui sont de véritables prisons. Et il s'est trouvé qu'en juin 2008, j'étais à Paris au Salon des initiatives de paix. Et je suis allé à une table ronde qui était organisée par la communauté franciscaine de Toulouse, qui avait mis justement en œuvre une action sur ce sujet-là. Et je suis allé les écouter et donc j'ai appris ainsi ce que c'était que les cercles de silence. On se met en cercle et pendant 1/2 heure ou 1 heure, selon les cas, on fait silence. Il y a une lampe tempête ou une petite lanterne ou un bouquet de fleurs l'été au centre du cercle et on fait silence. Dans ce silence, on porte à la fois tous ces sans-papiers qu'on est là pour défendre leurs droits
Et en même temps, on porte les associations qui sont là pour les aider. Et on porte aussi, d'une certaine manière, ceux qui font la loi et puis ceux qui l'appliquent avec plus ou moins d'humanité, justement, pour essayer de faire que les choses puissent changer dans cette façon de traiter les sans-papiers en France. Ça me parle sans me parler. En fait, je me dis que dans servir, il y a une histoire d'humilité, en tout cas. Parce que souvent, dans servir, on pense à rendre service. Et rendre service, c'est un peu se positionner de manière supérieure, en donneur d'aide. Et je me dis que rendre service, c'est pas forcément ça. C'est quand on sert, on se met plutôt en position inférieure pour se rendre disponible. Un service, c'est toujours un échange, en fait. C'est faire quelque chose qui va amener une communication ensuite. Alors, je pensais donc à ce que je faisais tous les jours, et tous les jours, je suis dans ma voiture, je vais à Manosque, de Château-Arnoux-Manosque, je suis là dans ma voiture, je m'ennuie. Et je vois des gens au bord de la route qui font du stop. Et tout le temps, on se dit, un autostoppeur, non, il ne faut pas prendre un autostoppeur, il pourrait m'arriver des bricoles. Et en même temps, on a tous été autostoppeurs un jour, et je me dis, ce monsieur-là qui est au bord de la route, si tu le prends, eh ben, il aura passé 5 minutes dans le froid au lieu de 20, et il va arriver à destination, et surtout, enfin, tu vas pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un et discuter. Et pour moi, c'est ça le service, c'est au quotidien avoir une petite attention pour l'autre. Voilà. Mais un petit peu comme disait Thérèse, là je vais parler comme un curé finalement. Elle disait que si toutes les roses, si tout le monde était une rose, ça serait monotone. Je n'ai jamais été une rose, bien que de temps en temps j'ai sorti mes piquants. Mais si j'ai au moins pu être une petite violette, ou le balai derrière la porte, dont on dit qu'il est là, on s'en sert pas, on n'y pense jamais. Mais quand il y a des broutilles quelque part, on va chercher le balai parce qu'on sait qu'il est là. Alors, il m'a peut-être mis derrière la porte, mais je sais que quand il a besoin de moi, il vient, il me prend, fait le boulot qu'il a à faire avec moi, et puis je me laisse raccrocher derrière la porte. Et puis je sais que quand ça sera nécessaire, il reviendra encore me chercher. Marie-Louis, mon mari, est accueillant familial. Il travaille à notre domicile. Il s'occupe de 2 personnes handicapées. Nous avons Maggie et Fessal. Il y passe tout son temps. Les 2 personnes vivent notre vie de tous les jours, de la famille, les sorties à l'école. Hier, c'était l'anniversaire de Maggie. On lui a fêté son anniversaire, avec son gâteau, ses cadeaux. Les enfants lui ont fait des cadeaux à elle, personnellement. Je crois que ça lui a plu. Je crois qu'elle aime être ici. Je crois pas d'ailleurs, elle le dit. Elle nous le dit, qu'elle aime être là. Et on lui a dit aussi qu'on aimait qu'elle soit là. Voilà, on sait que ces personnes qui sont chez nous, même si c'est le métier de Marie-Louis, ça nous enrichit la vie quotidienne, ça les épanouit eux, mais nous aussi, parce que c'est bon d'être sur Terre pour faire quelque chose pour les autres, sinon ça vaut pas vraiment le coup d'être là. Et c'est vrai que dans l'Église ou bien dans des organismes non confessionnels, beaucoup de choses se font pour rendre service, partager, écouter, accompagner, mettre debout. Eh bien, le Conseil des évêques de France pour la solidarité propose à tous les catholiques qui le veulent une démarche. Diaconia, servons la fraternité. Que toutes ces choses qui existent, mais qui sont un peu sur les bas-côtés de l'Église, qu'elles soient davantage mises en valeur, qu'elles soient au maître-autel. Voilà.
Et puis que cette démarche soit de plus en plus animée par la foi, parce que nous sommes là au cœur de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? C'est accueillir le Christ, célébrer le Christ, servir les autres, les soigner au nom du Christ. Eh bien, cette démarche a déjà commencé, elle est en train de prendre de l'ampleur, elle aboutira à un grand rassemblement national à Lourdes lors du week-end de l'Ascension en mai 2013, mais elle va continuer, parce que nous n'allons pas nous arrêter dans un si bon chemin.